département ou à l'échelle d'une communauté de communes, par exemple. Donc, du fait de cette expérience relativement ancienne en Allemagne d'une compensation pensée de manière planifiée et mutualisée, le retour d'expérience allemande peut apporter un éclairage sur les évaluations françaises récentes. J'essaierai donc, à travers cette présentation, de vous apporter des éléments sur la pratique de la compensation en Allemagne et sur son évolution. Et j'aborderai ceci à travers 3 points. Dans un premier temps, je vous présenterai les principes généraux de la séquence ERC Angriffsregelung appliquée à la biodiversité ordinaire. Ensuite, je vous présenterai les évolutions successives de cette séquence ERC qui a conduit à une meilleure applicabilité de la compensation. Et je ferai également un focus sur le système des éco-contos mis en œuvre dans le land du Baden-Württemberg. Et enfin, je terminerai cette présentation par un essai de mise en perspective des systèmes allemands et français. Alors j'insiste ici sur le terme essai parce que la comparaison France-Allemagne n'est pas toujours évidente. L'organisation des États français et allemands est très différente, ce qui fait que tout n'est pas comparable. Et ensuite, comme je le disais en préambule, c'est un travail en cours, donc cette mise en perspective est pour l'instant encore incomplète. Alors, je vais attaquer par les principes généraux de la séquence ERC appliquée à la biodiversité ordinaire. Alors, l'objectif de cette séquence ERC, c'est de conserver la capacité fonctionnelle des écosystèmes et l'intégrité des paysages. La définition de cette séquence ERC, donc les grandes lignes, les modalités de mise en œuvre de cette séquence est définie à l'échelle fédérale et les modalités pratiques le sont à l'échelle des länders et des communes. Différentes mesures de compensation sont autorisées, la restauration écologique, des actions de gestion, comme par exemple des changements de pratiques, et en dernier recours, l'indemnisation financière. Donc cette indemnisation financière est mise en œuvre dans certains cas précis, notamment pour des impacts qui ne sont pas compensables, tels que les impacts paysagers. Dans le cadre de cette séquence ERC appliquée à la biodiversité ordinaire, 2 grandes catégories de compensation sont possibles. Tout d'abord, une compensation stricte, donc qui aboutit à une équivalence fonctionnelle stricte. Ce type de compensation est appelé Ausgleich. Et le second type de compensation relâche l'équivalence écologique et aboutit à une équivalence fonctionnelle relâchée. Et donc ces mesures de compensation sont appelées Ersatz. Comme je l'ai dit dans l'introduction, cette séquence ERC spécifique à la biodiversité ordinaire s'inscrit dans la loi sur la protection de la nature. Tous les grands projets d'infrastructure qui sont réalisés dans des milieux semi-naturels ou naturels et en dehors des périmètres des communes et des districts doivent mettre en œuvre cette séquence ERC. Et donc elle s'applique, cette séquence ERC, par exemple dans le cadre de la réalisation de projets d'autoroutes, de voies ferrées ou d'éoliennes. Cette séquence ERC, Angriffsregelung, est également mise en œuvre et intégrée dans le code lié à la construction en milieu urbain, que j'appellerai pour simplifier dans la suite de la présentation code de l'urbanisme. Là, ce sont les communes, les districts qui sont à la manœuvre et qui ont intégré la séquence ERC dans les documents d'urbanisme. Par conséquent, dès qu'il y a un projet d'aménagement urbain, par exemple la création de zones commerciales ou de zones résidentielles, cette séquence ERC spécifique à la biodiversité ordinaire est mise en œuvre. J'en viens maintenant aux différentes évolutions de cette séquence ERC au cours du temps et vous verrez que cela a permis de systématiser la mise en œuvre de la compensation. Entre 1976 et aujourd'hui, on a donc eu différentes évolutions. Je vais commencer par une première période, la période entre 1976 et la fin des années 90. Où la compensation qui était mise en œuvre à cette époque-là était une compensation au cas par cas, était une compensation stricte. Il y avait inscrit dans la loi à ce moment-là que la compensation de type Ausgleich, donc la compensation impliquant une équivalence stricte, devait être mise en œuvre en priorité. On avait à ce moment-là une préférence des autorités allemandes pour ce type de compensation. En réalité, durant cette période, la compensation était relativement peu mise en œuvre du fait de nombreuses difficultés. Les communes avaient du mal à trouver des terrains. Il y avait également un défaut d'acceptabilité de la part des agriculteurs et des propriétaires fonciers. Les procédures administratives étaient relativement lentes et on peut noter aussi un coût
la compensation qui était élevée. Face à ce constat, il y a eu différentes modifications, à la fois dans le code de l'urbanisme et dans la loi sur la protection de la nature entre grosso modo 1998 et 2010. Et ces différentes modifications ont introduit une flexibilité spatiale et temporelle de la compensation, ce qui a permis de relâcher la contrainte d'équivalence stricte. La priorité donnée à la compensation stricte disparaît de la loi et ce qui a conduit à faire en sorte que la compensation désormais tend plutôt vers un relâchement de la contrainte d'équivalence et donc des mesures compensatoires qui présentent une équivalence relâchée. Ces éléments ont conduit au développement de formes de compensation mutualisées et planifiées. La première forme est appelée Flächen Pool et ce sont des réserves foncières sans qu'aucune action de restauration écologique ne soit réalisée. Le second grand type de compensation mutualisée et planifiée est appelé Ecoconto. Il s'agit là d'une restauration écologique anticipée et d'une comptabilisation des gains sous forme d'éco-points. Pour être plus concret, dans le cadre de l'Ecoconto, un maître d'ouvrage va convertir les impacts qu'il a générés sur un habitat en éco-points. Il va en quelque sorte une dette formalisée en éco-points et il devra ensuite honorer cette dette en achetant le nombre d'éco-points correspondants dans un Ecoconto. Donc un Ecoconto, littéralement, la traduction littérale, c'est un compte, et donc c'est un compte qui comptabilise des éco-points relatifs à des habitats restaurés. Les pertes et les gains écologiques sont donc transformés en pertes et gains d'éco-points, et cette transformation est effectuée à l'aide d'une méthodologie qui repose sur une évaluation de la valeur des habitats. Un Ecoconto peut rassembler aussi bien des sites restaurés sur une grande surface que des sites plus petits et dispersés. Enfin, on peut noter une troisième période qui démarrait en 2010 jusqu'à aujourd'hui avec deux éléments majeurs à noter. Le premier, c'est le développement d'un outil, d'un nouveau type de mesure de compensation appelé PIK, qui vise à intégrer la compensation dans les systèmes agricoles et sylvicoles. Ce sont des contrats entre un maître d'ouvrage et un agriculteur, avec pour contrepartie la mise en œuvre de pratiques favorables à la biodiversité. Alors cet outil n'est pas mis en œuvre partout, dans tous les lands. Certains l'ont davantage développé et l'ont même formalisé dans leur cadre réglementaire, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas partout. Ensuite, le dernier point à noter, c'est en 2013, une tentative d'harmonisation par décret des modalités de mise en œuvre de la compensation à l'échelle fédérale et ce uniquement dans le cadre de la loi sur la nature. Ce décret avait notamment pour objectif d'harmoniser les différentes modalités de mise en œuvre et la méthode d'évaluation des éco-points. Ce décret a été adopté par le gouvernement allemand, mais a été rejeté par le Conseil fédéral représentant les Länder pour différentes raisons. Les Länder craignaient que ce décret conduise à niveler vers le bas la qualité de la compensation, puisque certains Länder avaient développé et étaient relativement en avance sur les différentes méthodologies et sur les pratiques. Et d'autre part, l'environnement est une compétence phare des Länder et les Landes veulent conserver leur indépendance vis-à-vis de ces thématiques environnementales. Pour résumer sur les différentes évolutions de cette séquence ERC spécifique à la biodiversité ordinaire, donc on peut dire qu'on observe qu'il y a eu un assouplissement de la réglementation sur le plan de l'équivalence, ce qui a permis de développer des outils pour faciliter et systématiser l'application de la compensation, donc des outils, des systèmes de compensation planifiés et mutualisés à travers les Ecoconto et les Flächen Pool, et un outil qui vise à intégrer la compensation dans les systèmes agricoles et sylvicoles. Un point que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure lorsque j'ai décrit les Ecoconto et les Flächen Pool, c'est que ces deux systèmes sont quelque part deux systèmes situés chacune à l'un des extrémités d'un continuum. En fait, il existe un continuum de formes d'organisation de la compensation planifiée et mutualisée qui varie selon les landes, qui varie selon les communes.
Je vais maintenant faire un petit focus sur le système de la compensation par Reconto dans le land du Bade-Wurtemberg. Alors, comme je vous l'ai indiqué précédemment, la séquence ERC spécifique à la biodiversité ordinaire peut être mise en œuvre dans le cadre de deux cadres, la loi sur la nature et dans le cadre du code de l'urbanisme. Nous allons voir que pour le land du Bade-Wurtemberg, on a des pratiques très différentes selon les cadres. Je vais commencer tout d'abord par les Econconto mises en œuvre dans le cadre de la loi sur la nature. Là, c'est relativement cadré, relativement transparent. Il y a en effet un décret qui est pris à l'échelle du land et qui décrit les modalités pratiques de mise en œuvre de l'Econconto. On a notamment une méthodologie qui a été développée et qui est standardisée pour évaluer les écopoints. Ces écopoints sont échangés non pas à l'échelle du land, mais à l'échelle de 11 zones qui sont définies à partir de zones, de régions naturelles qui présentent des caractéristiques naturelles homogènes. Le décret prévoit également une obligation d'enregistrer les transactions, les échanges des écopoints dans un registre. Et ce registre est accessible en ligne, donc c'est relativement transparent. Les maîtres d'ouvrage passent généralement par un intermédiaire pour réaliser la compensation et pour évaluer les écopoints. Et l'acteur majeur dans le Bade-Wurtemberg, l'intermédiaire majeur, est appelé Flächenagento. Et enfin, le dernier point que je voulais mentionner, qui nous a été donné par les acteurs que nous avons rencontrés dans le Bade-Wurtemberg et qui travaillent donc sur la compensation, c'est que 20% des compensations par Reconto dans ce land sont réalisées dans le cadre de la loi sur la nature. Et donc les 80% restants le sont dans le cadre du code de l'urbanisme. Là, la pratique de l'Econconto est nettement moins cadrée, est nettement moins transparent et nettement plus variable. Dans le cas du code de l'urbanisme, ce sont les communes et les districts qui sont à la manœuvre. Et ces communes et ces districts ont la liberté de développer leurs propres modalités pratiques de mise en œuvre des Econconto. Donc on a des pratiques qui sont très variables selon les communes et selon les districts. Le périmètre d'échange des écopoints est ici l'échelle de la commune et l'échelle du district. Il n'y a pas d'enregistrement obligatoire des transactions des écopoints. Certaines communes le font, d'autres non. Du point de vue des intermédiaires, les intermédiaires ne sont pas nécessaires forcément dans ce cas-là, puisque généralement, ce sont la commune a la double casquette, à la casquette du maître d'ouvrage et d'opérateur de la compensation. Sur cette slide, j'ai indiqué quelques limites qui sont pour certaines similaires à celles rencontrées en France. Ces limites nous ont été émises par les acteurs que nous avons rencontrés dans le Bade-Wurtemberg. Donc, il est à noter qu'il y a des ressources financières et humaines limitées, qu'il y a un contrôle insuffisant de la part des administrations allemandes. Les acteurs ont également pointé du doigt les problèmes liés à l'absence d'harmonisation des méthodes d'évaluation des pertes et dégâts en écopoints entre la loi sur la nature et le code de l'urbanisme. Il y a aussi un problème de transparence étant donné que toutes les transactions ne font pas l'objet d'un enregistrement dans un registre. Et enfin, les acteurs nous ont également indiqué que les mesures de restauration sont plutôt choisies en fonction du nombre d'écopoints générés et sont moins choisis par rapport à leur pertinence écologique. J'en viens à la dernière partie de cette présentation sur cet essai de mise en perspective des systèmes allemands et français. Cet essai de mise en perspective va s'articuler autour de 4 points et qui vont quelque part synthétiser les éléments que je vous ai énoncés précédemment. Le premier point est en lien avec l'intégration de la séquence ERC dans les documents d'urbanisme. Donc on a vu en Allemagne que c'est quelque chose d'assez ancien, qui date de la fin des années 90, et qui permet de compenser les impacts liés à l'urbanisation. En France, c'est quelque chose de plus récent qu'il convient de poursuivre de manière à mieux anticiper et mieux considérer les impacts liés à l'urbanisme. Le second point est lié à la biodiversité ordinaire et remarquable. Donc on voit qu'en Allemagne, on a deux types de séquences ERC qui visent la biodiversité ordinaire et la biodiversité protégée.
En France, la biodiversité ordinaire est aujourd'hui peu ciblée par les mesures compensatoires, mais pourrait l'être davantage à l'avenir, comme le prévoit le plan national biodiversité de 2018. Du point de vue de l'approche planifiée de la compensation, en Allemagne, du fait de la forte urbanisation, les autorités allemandes ont basculé assez vite vers un système de compensation anticipé et planifié pour aboutir à un système plus opérationnel, plus pragmatique, pour faire en sorte que la compensation soit plus systématiquement mise en œuvre. En France, c'est une évolution progressive, récente, que l'on observe à travers les sites naturels de compensation qui peinent à se développer en France. Et cette évolution vers des systèmes plus anticipés et planifiés, on l'observe également à travers les différentes initiatives de stratégie de réserve foncière qui émergent à l'échelle départementale ou des communautés de communes, par exemple. Et enfin, le dernier point est en lien avec le cadre méthodologique. En Allemagne, il n'y a pas de cadre unifié pour mettre en œuvre la compensation, enfin pour évaluer donc les pertes et les gains. On a en revanche une méthode standardisée, mais seulement pour les ecocontos et uniquement dans le cadre de la loi sur la nature. En France, on n'a pas non plus de cadrage national, même si ça devrait potentiellement arriver prochainement du fait des travaux du groupe de travail du ministère sur le dimensionnement des mesures compensatoires. Et en France, on a également une coexistence de nombreuses méthodes qui sont proposées par les différents bureaux d'études qui mettent en œuvre la compensation. J'en ai terminé avec cette présentation. J'ai bien conscience que ça devait être relativement dense. Donc, si vous avez des questions de compréhension, n'hésitez pas à les poser. Oui, merci Adeline. On va attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui posent des questions sur le chat ou même si vous voulez ouvrir votre micro et prendre la parole. On est 13, je pense que c'est faisable. Bon, je vois pas de... Ah, voilà. Bonjour. Sur la coexistence. Est-ce possible de revenir sur la coexistence loi environnement et loi bâtiment? Oui. Bonjour Claire. Je ne sais pas quelle... C'est du point de vue de l'articulation entre les deux lois? Oui. Oui, bonjour. Je pose juste une question par oral. Oui, ma question c'était comment ça se fait qu'il y ait deux systèmes qui coexistent visiblement et qui permettent de compenser avec des comptages différents. Enfin, je me dis que j'ai peut-être pas bien écouté à un moment. Je suis un peu étonnée en fait. Du fait que comment ça se passe, un opérateur qui a un projet, il peut choisir de quelle loi il relève? Non. Enfin... Non, il choisit pas. En fait, c'est la localisation du projet d'aménagement qui va déterminer dans quel cadre réglementaire il entre. Donc, si c'est des projets qui sont dans le périmètre d'une commune ou d'un district, là, ça sera et qui relèvent plutôt de l'urbanisation. Là, ça sera plutôt la loi, enfin le code de l'urbanisme. Et puis, si c'est des projets plutôt de grande ampleur en infrastructure qui sont réalisés en dehors de ces périmètres de communes ou de districts, là, c'est la loi sur la nature qui entre en compte. Mais peut-être qu'Anne-Charlotte, je ne sais pas si tu as des éléments nouveaux du fait des terrains récents que tu as fait sur l'articulation code de l'urbanisme et loi sur la protection de la nature. Oui, bon, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, d'accord. Donc c'est ce que tu dis, Adeline, en fait. Hein, c'est vraiment selon le type de projet sur lequel on est, on va tomber dans un code ou dans l'autre. C'est ce qu'on a confirmé aussi dans les autres landers qu'on a pu visiter. Et vraiment, le code d'urbanisme, ça va vraiment relever du plan local d'urbanisme, en fait, qui va être révisé, revu. C'est-à-dire qu'en fait, la question est pensée dès cette étape-là. Avant d'ouvrir une nouvelle zone à urbaniser, c'est la commune qui est déjà en avance, c'est cette histoire de planification, doit envisager s'il y a des impacts, des possibilités de compensation. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que ça se passe. Et comme tu le disais, la loi sur la nature, c'est vraiment plus pour les infrastructures, les routes, les voies ferrées et toutes ces autres infrastructures qui vont dépasser la seule zone urbaine et périurbaine. Ok, merci beaucoup.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Apparemment non. Donc du coup, on peut passer à la présentation de Anne-Charlotte, donc sur le cas Anne-Charlotte Vessière, sur le cas des États-Unis. Oui, alors je récupère l'écran. Voilà. Voilà. Ok. C'est bon, on vous voit. Donc, très bien, je vous remercie. À mon tour de remercier donc Aude de nous inviter à faire cette présentation. Donc, une rapide présentation. Donc, je suis Anne-Charlotte Vessière, je suis chargée de recherche au CNRS et j'ai un profil interdisciplinaire, c'est-à-dire que je mène mes travaux dans le champ de l'économie écologique, de l'économie institutionnelle et organisationnelle, mais je suis accueillie au sein d'un laboratoire d'écologie. Donc, le but étant vraiment d'avoir une interaction entre mes travaux qui s'intéressent pour la plupart à différentes politiques publiques de conservation de la nature, en particulier la compensation écologique, et de mettre ça en regard avec les recherches en écologie qui peuvent se dérouler dans mon laboratoire. Donc la compensation écologique, c'est un objet de recherche sur lequel je me concentre depuis quelques années et je me suis notamment intéressée à son application dans différents contextes écologiques. Donc je me suis intéressée aux compensations pour les espèces protégées, pour les zones humides, également en milieu marin. Et je me suis aussi intéressée à différents contextes institutionnels, différents pays. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur l'échelle européenne, plus particulièrement la France et maintenant l'Allemagne, en collaboration notamment avec Adeline et son équipe, et également aux États-Unis, ce qui sera l'objet de ma présentation aujourd'hui. Et donc on verra avec cette approche du système des banques de compensation qu'il s'agit réellement d'un changement d'échelle spatiale, mais aussi temporelle, de l'approche de la compensation écologique. Et donc ce sont des travaux que j'ai commencé à mener lors de ma thèse en partenariat avec Harold Levrel et Pierre Semama également. Et donc nous avons réalisé différents terrains d'études aux États-Unis, notamment dans l'État de Floride et également celui de Caroline du Nord. Et donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui concerne plus particulièrement l'approche des banques de compensation pour les zones humides aux États-Unis et je me focaliserai sur le cas de la Floride, mais sachant qu'aux États-Unis, la pratique des banques de compensation pour zones humides est quand même un peu plus harmonisée que ce qu'on a pu voir pour le cas allemand. Alors, d'où part l'existence de ces banques de compensation? En fait, ce qui m'intéresse ici, c'est d'analyser un peu l'émergence d'une nouvelle façon d'organiser la compensation écologique. Donc c'est un travail qu'on a commencé à mener depuis la France avec un intérêt d'une part académique bien sûr, mais aussi un intérêt de retour d'expérience pour l'amélioration des politiques publiques françaises, puisqu'on était en 2012-2013 à l'époque où le ministère de l'écologie avait sorti une doctrine puis des lignes directrices pour la séquence éviter, réduire, compenser, et en 2014 naissaient les discussions autour d'un projet de loi biodiversité où la compensation a été un sujet largement discuté et où l'approche par les banques de compensation a rapidement émergé dans les discussions parlementaires. Il y avait également en France des expérimentations de banques de compensation, notamment celle de COSUR, portée par la CDC Biodiversité, mais aussi d'autres projets d'expérimentation de banques de compensation. Donc on avait l'impression que la France semblait s'inspirer un peu du cas américain et il nous semblait intéressant d'avoir un retour d'expérience sur ce pays qui avait donc une pratique ancienne puisque les premières banques de compensation aux États-Unis datent d'il y a une trentaine d'années. Et donc il était intéressant de récolter des bonnes pratiques, mais également des écueils à éviter, mais tout en mesurant évidemment la difficile comparaison entre ces deux pays puisque nous avons tout de même un fonctionnement administratif assez différent, avec une approche fédérale aux États-Unis, une histoire de l'aménagement du territoire aussi différente, avec un territoire beaucoup plus dense en France et multi-usages, des différences culturelles, juridiques, etc. Donc on avait bien ça en tête. Donc pour revenir aux États-Unis, sans refaire tout l'historique, tout commence en 1972, donc un petit peu avant les deux lois françaises et allemandes, avec le Clean Water Act, qui est donc une loi fédérale sur la pollution des eaux. Et donc, rapidement, il y a été intégré un objectif de principe de séquence éviter, réduire, compenser également, et un objectif de non-perte nette de zones humides. Donc, l'idée était donc d'appliquer également une approche de compensation écologique, et donc ici, dans ce cadre, pour les zones humides. Il existe aussi un cadre pour les espèces protégées que je n'aborde pas aujourd'hui. Il est assez similaire à celui des zones humides, mais est largement moins développé à l'échelle des États-Unis. Donc depuis les années 70, les compensations écologiques pour les zones humides étaient développées comme au début en France et en Allemagne au cas par cas, c'est-à-dire que chaque projet d'aménagement
menait à un petit projet de restauration écologique ou de mesures de compensation écologique plus largement. Mais en parallèle de cette approche au cas par cas, à la fin des années 80, émergent les premières expérimentations de banques de compensation aux États-Unis, notamment dans le sud-ouest, plutôt de sud-est des États-Unis. Au tournant des années 2000, il y a deux rapports importants qui ont vraiment présenté un point d'étape important aux États-Unis. L'équivalent de la Cour des comptes et l'équivalent de l'Académie des sciences ont donc rédigé des rapports expliquant que la compensation écologique n'était pas du tout bien mise en place. Il y avait vraiment un constat fort d'inefficacité de cette organisation. Et ce qui était surtout critiqué, c'était cette approche qu'on appelle au cas par cas, où finalement on avait des services instructeurs noyés par les demandes de projets de permis de construire et de compensation écologique attenante par un nombre trop important d'acteurs différents, donc d'aménageurs. Et donc, on se rendait bien compte que ce système-là ne pouvait pas fonctionner et qu'aussi les petites restaurations écologiques de petite envergure ne menaient pas à de bons résultats. Donc, il a été proposé dans ces différents rapports de mettre en avant cette approche des banques de compensation qui permettait donc d'avoir une approche mutualisée et anticiper des mesures de compensation écologique. Donc finalement, ces rapports ont emmené à une refonte totale du système de régulation de ces mesures de compensation écologique et elles ont conduit en 2008 à l'édiction d'une nouvelle loi, la loi finale qui concerne la compensation pour les zones humides où sont décrites donc les différentes choses à respecter dès lors qu'on met en place de la compensation écologique et également donc de la compensation écologique par les banques de compensation. Donc, dans le cadre de cette présentation, je l'ai organisée en deux temps. Dans un premier, je vais vous expliquer le fonctionnement des banques de compensation aux États-Unis, en me reposant sur le cas de la Floride en particulier. Et ensuite, j'essaierai de discuter quelques enseignements pour la compensation par l'offre, donc par la compensation par les sites naturels de compensation, comme on les appelle en France. Alors, tout d'abord, une petite précision sur le type de forme d'organisation dont on parle. On part donc d'une compensation au cas par cas, où chaque aménageur met en place sa compensation. Et en allant vers le système des banques de compensation, on pourrait penser qu'on va vers un marché. En réalité, le système des banques de compensation, nous l'avons décrit d'un point de vue économique plutôt comme une forme hybride, à mi-chemin entre donc cette approche un peu hiérarchique au cas par cas, où donc on fait soi-même, et l'approche de marché qui serait de faire par quelqu'un d'autre. On a quand même tout un lot de règles, qu'elles soient des règles donc de rapport auprès des services instructeurs, de contrôle et de suivi, et aussi d'exigences d'équivalence écologique, d'exigences de localisation de la compensation par rapport à son impact, qui font qu'on ne peut pas parler d'un marché libre de la nature en quelque sorte. Il s'agit vraiment d'une forme hybride qui possède des caractéristiques très particulières. Alors, en Floride, il y avait donc au moins en 2014 près d'une centaine de banques de compensation actives, ce qui en faisait le 6e État des États-Unis en nombre de banques de compensation. Près de 50 000 km de zones humides qui recouvrent le territoire, dont 770 km² couverts par des banques de compensation. Alors, quels types d'impacts sont concernés quelles zones humides sont impactées, quels sont les impacts, qui concernent les zones humides en Floride. Donc, la plupart du temps, il y a eu beaucoup de drainage des terrains pour l'agriculture, également la sylviculture. Vous avez eu aussi beaucoup d'impacts qui sont liés à l'urbanisme, des différentes structures, infrastructures de transport, des centres de loisirs, des golfs, des zones aussi industrielles et commerciales. Et aussi, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, un peu plus original, vous avez également des zones militaires avec des zones d'entraînement de tir en fait. Donc toutes ces activités-là ont pu avoir des impacts sur les zones humides et sont celles qui déclenchent aussi du coup des obligations de compensation écologique. D'un autre côté, il faut aussi voir tous ces impacts comme des zones potentielles à restaurer, donc qui peuvent faire l'objet de banques de compensation, puisque l'idée d'une banque de compensation est bien de restaurer une zone humide et pour cela d'obtenir des crédits de compensation. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail du fonctionnement des zones de compensation à partir de ce schéma, qui se veut un peu simplifié, bien sûr, puisque ce sont finalement des boîtes noires. Chaque boîte d'acteurs concerne en réalité une structure particulière d'acteurs. Donc, vous avez les 3 grands groupes d'acteurs qui sont les services instructeurs, qui vont avoir pour rôle donc de mener cette politique de compensation écologique et d'encadrer le fonctionnement des banques de compensation. L'aménageur qui va avoir un projet d'aménagement et un budget dédié à son aménagement
et sa compensation. Et ce qu'on appelle opérateur de banque de compensation, c'est la personne qui va en avance, avant même qu'un projet soit identifié, qui va réaliser une opération de restauration écologique dans le but d'en retirer des crédits de compensation écologique qu'il pourra revendre à un aménageur qui en aura besoin par la suite, dans un territoire défini. Donc la première étape dans cette histoire, c'est que l'opérateur de banque de compensation présente un projet de restauration écologique qui soit validé par les services instructeurs et qui lui donne un droit d'un certain nombre et une certaine qualité de crédit à vendre auprès d'autres aménageurs. De son côté, lorsqu'un aménageur arrive avec un projet de développement, il doit donc en informer les services instructeurs en lui indiquant qu'il a identifié une banque de compensation qui pourrait lui vendre la quantité et la qualité des crédits dont il a besoin. À noter qu'aux États-Unis, il y a une préférence pour cette approche par les banques de compensation par rapport à la compensation au cas par cas. Donc le gouvernement soutient vraiment fortement cette approche. Ensuite, l'opération qui se déroule entre l'aménageur et la banque de compensation est un simple échange commercial puisque la teneur du contrat a déjà été identifiée d'un côté par la perte avec la dette écologique et de l'autre côté par le crédit pour gain écologique qui a été reçu par la banque de compensation. Et donc, c'est tout simplement l'aménageur qui va acheter le nombre et la qualité nécessaires de crédit pour compenser sa dette liée à son projet. Et donc, vous allez avoir autant d'aménageurs que de crédits disponibles qui viendront acheter peu à peu les crédits que avait pu avoir cette banque de compensation. Jusqu'au jour où la banque de compensation a vendu tous ses crédits. Dans ces cas-là, la plupart du temps aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que il existe une partie de cet argent qui est réservé pour un fonds de gestion au long terme de la zone support de cette opération de restauration écologique, qui est transférée pour la plupart du temps à une association, une collectivité ou un autre organisme de gestion qui se chargera de la gestion au très long terme de cette zone. À la différence des États-Unis et de la France, où c'est encore très flou sur ce point-là, il y a beaucoup d'outils qui permettent de protéger au très long terme le maintien de ces zones en tant que zones de restauration écologique et de zones d'intérêt écologique. Notamment, est apposée une servitude environnementale perpétuelle sur le terrain support de la banque de compensation. Donc, ça veut dire que toutes les activités extractives ou impactantes sont interdites à jamais. Il y a ce fonds de gestion pour le très long terme qui est placé sur un compte spécifique et qui génère donc des intérêts chaque année de façon à permettre une gestion à jamais également de cette zone. Ce qui est important aussi, c'est que, ce que j'ai oublié de mentionner sur le schéma d'avant, c'est qu'il y a un transfert de la responsabilité de la réussite des mesures de compensation de l'aménageur vers la banque de compensation. Ce qui signifie qu'on gère mieux les personnes responsables au très long terme de ces zones de compensation, et ce ne sont plus les aménageurs qui vont en fait peu à peu disparaître dans le temps. Il y a une double protection puisque certains acteurs sont responsables de vérifier que la servitude environnementale perpétuelle est bien respectée et que le fonds de gestion est également bien utilisé pour ces opérations de maintien et de gestion au très long terme. Quelques détails sur le principe des crédits de compensation, puisque pour l'instant je suis restée assez vague. Il y a autant de types de crédits de compensation que de types de zones humides. Donc vous avez par exemple des crédits de zones humides estuariennes, palustres forestières ou encore de palustres émergentes. Le nombre de crédits qui est requis lorsqu'un aménagement a lieu ou qui est généré par une banque de compensation sera calculé à l'aide de méthodes d'évaluation de l'équivalence écologique. Donc c'est-à-dire que c'est la même méthode qui est utilisée pour évaluer les pertes et les gains. Et ce sont des méthodes qui sont plutôt réalisées à l'échelle des États, même si elles ont un fonctionnement de base assez similaire. En fait, il s'agit de décrire les différentes fonctions écologiques supportées par les zones humides et de les noter entre un état idéal et l'état actuel, et donc de montrer le gain potentiel lors d'une opération de restauration écologique à l'échelle d'une banque, ou alors la perte lorsqu'un aménagement s'apprête à détruire ce milieu-là. Donc c'est une méthode qui est partagée et connue par tous avec une formation et une évolution de cette méthode. C'est une approche assez collective finalement. Il y a également un principe d'agenda de libération des crédits. Évidemment, si la banque de compensation avait 100% des crédits disponibles dès le début, elle pourrait tous les vendre et en rester à là sans vraiment réaliser ces opérations de restauration. Donc en fait, la libération des crédits est graduelle. Il y a pour le démarrage en fait de l'activité économique une partie des crédits qui sont libérés dès que les documents légaux et financiers sont assurés par le porteur de la banque de compensation écologique, ce qui lui permet aussi du coup de récolter des premiers fonds pour mettre en œuvre les travaux de mise en œuvre de la restauration écologique en soi. Et ensuite, petit à petit, cela peut prendre des années, parfois une dizaine d'années, il y a une libération de
donc une possibilité de mettre en vente les crédits qui est libérée sur atteinte donc des résultats écologiques qui avaient été promis sur cette banque de compensation. Ensuite, en fait, le prix des crédits, c'est quelque chose qui se négocie directement entre l'aménageur qui a un besoin de compensation et la banque de compensation. Là, les services de l'État ne viennent pas du tout regarder à quel prix sont échangés ces crédits. Évidemment, le prix des crédits va varier selon leur rareté. Par exemple, en Floride, les zones humides esturiennes sont des crédits qui sont vendus un petit peu plus cher que les autres. Il y a aussi des règles, donc là on change encore d'échelle, on n'est plus dans le temps mais également dans l'espace. Il y a des aires de service dans lesquelles les crédits de compensation peuvent être vendus. Donc là, je vous ai présenté la carte avec les banques de compensation américaines de Floride en noir et en gris. Il s'agit de l'aire de service dans lequel elles ont le droit de vendre leurs crédits. Et donc l'idée est que seuls les impacts qui ont lieu dans l'aire de service de la banque de compensation peuvent venir y acheter des crédits. Si on en sort, on n'a pas le droit de le faire. Et l'idée est que ces aires de service sont définies sur des critères biophysiques, en fait. Il s'agit ici, puisqu'on parle de zones humides, une échelle qui correspondrait à des sous-bassins versants. Et vous pouvez voir, par contre, qu'on est parfois obligé de redécouper ces zones-là, puisque le sud de la Floride, qui est un endroit très plat, vous êtes dans les Everglades, c'est vraiment des très grandes étendues de zones humides à un très faible niveau au-dessus de la mer. On a été obligé de redécouper ces zones-là. Vous voyez qu'il y a des zones assez franches, des coupes franches avec des angles droits. Donc, administrativement, on a sous-découper ça, sinon on aurait des aires de service qui seraient trop grandes, avec du coup une distance entre l'aire impactée et l'aire restaurée qui serait trop importante. La superficie moyenne des banques de compensation en Floride, elle est de 800 hectares. Et là, je vous ai mis, pour se rendre compte un peu des équivalents avec des départements français, pour voir un peu la taille de ces aires de service. Donc, vous voyez qu'en moyenne, il s'agit d'aires de service qui font la taille du Haut-Rhin, mais ça peut aller de la taille de la du Val-de-Marne jusqu'à celui de la Gironde. Alors ensuite, quelque chose qui nous intéresse d'un point de vue de recherche justement sur les modes d'organisation pour les politiques publiques de conservation, c'est quelles sont les négociations, les leviers d'action que les différents acteurs peuvent avoir dans ces politiques publiques-là et quelles sont les conséquences sur l'atteinte des objectifs de ces politiques publiques. Donc, j'ai repris ici les 3 principaux acteurs que je vous ai décrits précédemment. Donc, vous avez les acteurs régulateurs, dont l'objectif est de mettre en œuvre une politique pour atteindre une non-perte nette de biodiversité. Ils doivent contrôler et suivre ces politiques et veiller au respect de cette équivalence écologique pour atteindre la non-perte nette. Les développeurs ont surtout pour objectif de répondre à leurs demandes réglementaires, mais au moindre coût, si possible, et de façon la plus facile. Les banques de compensation, elles, c'est vraiment un nouveau secteur économique qui se met en place. Elles ont pour objectif de faire du profit avec cette nouvelle activité. C'est vraiment une nouvelle industrie qui se crée. On verra, il y a même un lobby en fait des banques de compensation privées qui s'est créé aux États-Unis et qui défend du coup fortement maintenant cet objectif de compensation écologique par les banques. Mais elles doivent aussi faire attention à garder une bonne réputation, puisque si on se rend compte qu'elles sont en défaut par rapport à leur plan de gestion, par rapport à ce qu'elles avaient promis dans leur projet de banque de compensation, elles pourraient se voir annuler et leur vente de crédit également empêchée par la suite. Alors, quels sont les leviers de négociation que peuvent avoir ces différents acteurs et quelles sont les choses négociées, si vous voulez? Donc, premièrement, vous avez entre les régulateurs et la banque de compensation, au moment de la création de l'idée, de la genèse de l'idée de banque de compensation, vous pouvez discuter et négocier plusieurs choses, notamment quel est le type de crédit qui sera représenté par la banque de compensation et combien vous en aurez. Donc, vous avez évidemment ces méthodes d'évaluation qui sont utilisées, mais vu qu'elles reposent sur des avis d'experts, des notations, il y a bien entendu toute une phase de coordination et de négociation, des allers-retours avec les acteurs régulateurs. De la même façon pour l'agenda de libération des crédits ou encore pour définir l'aire de service. Puisque par exemple, si vous avez une banque de compensation qui est vraiment située à la frontière entre 2 sous-bassins versants, il pourrait faire sens d'avoir une ouverture des compensations à ces 2 sous-bassins versants et pas uniquement l'un des deux. Donc voilà, vous pouvez voir que petit à petit, même si les règles ont l'air bien définies, il y a quand même encore des choses qui doivent s'ajuster au fur et à mesure entre les régulateurs et les banques de compensation. Vous avez d'autres acteurs en fait qui sont aussi très utiles et qui ont leur rôle dans ces négociations, notamment une équipe d'évaluateurs interagences auprès des régulateurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir des représentants de tous les enjeux représentés sur la banque de compensation, qu'il s'agisse des enjeux faune, flore, particulièrement oiseaux par exemple, ou encore vestiges archéologiques. Donc en fait, on fait vraiment attention à ce que chaque banque de compensation ait un lot de régulateurs qui soit disposé à pouvoir en faire un suivi et une évaluation la plus correcte possible et qui vraiment permet de représenter de façon équilibrée tous les enjeux.
Et vous avez également un rôle important des bureaux d'études. Donc, vous voyez, puisque le bureau d'études va accompagner les banques de compensation pour définir leur plan de restauration écologique, pour calculer le nombre et le type de crédit, etc. Donc, le bureau d'études a vraiment un rôle pivot dans cette affaire, sachant qu'il doit lui-même conserver une bonne réputation, puisqu'il est censé pouvoir accompagner plusieurs banques de compensation et de toute façon localement connu des régulateurs. Donc, il a vraiment un rôle très important. Et l'équilibre un peu de ce système repose notamment beaucoup sur le fait que ces bureaux d'études ne doivent pas faire n'importe quoi, sinon ils seraient blacklistés pour la suite de leur carrière. Comme je vous le disais, il y a aussi un lobby des banques de compensation qui soutient le développement des banques de compensation plutôt par les acteurs privés, mais qui finalement, étonnamment, aime aussi avoir un cadre réglementaire assez fort, puisque c'est ce cadre réglementaire fort qui fait ce nouveau marché, en quelque sorte, des crédits de compensation, même s'ils sont très locaux. Donc ce lobby, finalement, va conduire peu à peu à ce que les réglementations des banques de compensation soient finalement assez strictes. Alors, de la même façon, vous avez un bureau d'études qui accompagne le développeur pour définir le nombre et le type de crédit nécessaire pour définir sa dette. Et par contre, le prix des crédits est négocié indépendamment des régulateurs entre le développeur et les banques de compensation. Puis vous avez également tout un lot d'acteurs qui sont importants dans ce système et qui permettent de fluidifier les échanges, régler les différends, notamment des juristes, des avocats. Vous avez des ONG qui parfois peuvent prendre position sur certaines propositions de banque de compensation, etc. Alors, qu'est-ce que cette approche des États-Unis, que je vous ai dessinée de façon assez brève, finalement, peut nous apporter pour la compréhension de la compensation par l'offre en France ? Alors, finalement, en France, on voit que c'est une approche qui était apparue bien plus tard. Et comme je vous le disais, finalement, ces premières recherches qu'on a menées sur le sujet étaient assez concomitantes avec le développement de cette approche, ou du moins son institutionnalisation, puisqu'il y avait des expérimentations déjà en cours. Et c'est vraiment dans la loi biodiversité qu'on voit apparaître cette nouvelle approche, qui prend d'ailleurs le nom de site naturel de compensation lors des discours parlementaires de cette loi biodiversité. Et ont été ensuite décrits des modalités pour l'agrémentation des sites naturels de compensation et en particulier le dossier de demande de ces sites naturels de compensation dans des décrets et des arrêtés, donc autour des années 2017. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ce que nous avions compris du cadre américain, c'est qu'on avait finalement un savant équilibre entre des règles du jeu assez claires et ambitieuses, mais également un besoin d'une certaine flexibilité. Puisque finalement, j'ai pas eu le temps de vous en parler plus en détail, mais ces plans de gestion des banques de compensation, ils sont adaptables dans le temps. Puisqu'ils sont définis pour exister à perpétuité, il est question de pouvoir avoir une gestion adaptative de ces milieux et se rendre compte, si 10 ou 15 ans après, les conditions du milieu changent, d'adapter le plan de gestion en fonction pour qu'il puisse représenter quelque chose de toujours intéressant d'un point de vue écologique. Donc c'est vraiment, on part du potentiel d'une zone, on essaie de faire le mieux pour cette zone d'un point de vue écologique, et ce n'est qu'après coup, quand des projets de développement arrivent, on voit si cela correspond à leurs besoins. Donc on a vraiment quelque chose qui part de la potentialité du site de départ, du site de compensation écologique. Donc pour en revenir à cet essai de comparaison que je vous propose ici, qui est bien sûr incomplet, hein, mais donc on avait les règles du jeu qui ont été définies dans la loi finale de 2008 aux États-Unis. En France, c'est en 2016, finalement, dans la loi biodiversité que cela se réalise. Ce qu'on peut voir aux États-Unis pour le cas des banques de compensation, c'est qu'il y a une obligation de moyens et de résultats à la fois, puisque vous voyez que la libération des crédits de compensation écologique sont au début des crédits un peu administratifs. C'est quand on a mis en place la servitude environnementale, c'est quand on a sécurisé un fonds de gestion pour le long terme financier. Donc ça, c'est quelque chose qui relève plus déjà de l'administratif. Il y a aussi des crédits libérés sur la réalisation des travaux, donc ce sont des moyens, et il n'y a qu'une seule partie des crédits qui sont libérés sur les résultats. Ce qu'on voit apparaître dans la loi biodiversité, ce qui peut paraître très intéressant, mais peut-être difficilement applicable en l'état, c'est que c'est une obligation de résultat pur. Dans la loi biodiversité, pour l'instant, il est indiqué qu'on est obligé d'avoir une obligation de résultat. Et on peut difficilement voir comment ça va s'appliquer aux banques de compensation. Est-ce qu'elles vont devoir atteindre leurs résultats avant de vendre leur premier crédit? On verra dans la pratique ce que cela donnera. Alors, je vais accélérer un petit peu. En ce qui concerne la pérennité, on voit qu'aux États-Unis, il y a des servitudes environnementales perpétuelles à poser sur les sites de compensation écologique, avec des assurances financières pour la gestion au très long terme. En France, pour l'instant, c'est vraiment un point noir, et c'est la même chose pour l'Allemagne, on nous le confirme lors des différentes études de terrain. La pérennité, c'est vraiment quelque chose qui est envisagé, mais n'est pas légalement protégé pour le moment, puisque les durées d'agrément des banques de compensation ont une durée finie.
Et les outils qu'on nous propose et qui sont optionnels et non obligatoires notamment, comme les obligations réelles environnementales, qui sont des obligations liées au terrain et non plus à la personne qui possède ce terrain, aussi ont des durées limitées. Donc c'est encore un point noir. On ne sait pas ce que deviendront les banques de compensation une fois l'agrément terminé. Également, un point qui nous semblait important aux États-Unis, c'est que finalement, la responsabilité de la réussite de la compensation écologique étant transférée vers la banque de compensation, il est plus facile de suivre dans le temps les personnes responsables de ces zones de compensation, alors qu'en France, cette responsabilité est conservée par les aménageurs, ce qui fait que on peut avoir un peu de mal à suivre finalement les personnes responsables de ces compensations écologiques, celles qui ont acheté donc des crédits dans les banques de compensation, et on peut s'attendre à ce que le contrat entre la personne qui achète les crédits et la banque de compensation, donc, soit des contrats très particuliers à mettre en place. Et pour l'instant, la loi est assez muette sur ce point-là. Également, un point important aux États-Unis, c'est que cette préférence pour les banques de compensation soutient vraiment cette nouvelle filière et ce qui a permis une explosion en fait de cette approche-là. Alors que pour le moment, ce que disait Adeline, c'est qu'effectivement, on voit que c'est plutôt des approches territoriales qui émergent et cette approche des sites naturels de compensation ne semble pas encore vraiment beaucoup prendre en France. Voilà, donc j'ai parlé 25 minutes, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, des besoins de précision sur ce que j'ai pu vous présenter, je vous en prie, n'hésitez pas. Alors, il y a 2 questions qui ont été posées par Magali Mulot sur le chat. Est-ce Oui. que la méthode d'évaluation des pertes-gains est obligatoire et validée par l'État de Floride? Et puis une autre, est-ce qu'en Floride, les opérateurs de compensation sont uniquement des organismes privés? Les équivalents de groupements de communes sont-elles opérateurs ou de gros aménageurs qui se lancent également dans cette activité en parallèle? Merci beaucoup pour ces questions. Alors, en ce qui concerne la méthode d'évaluation, elle n'est pas obligatoire, mais en fait, dans la pratique, les gens se mettent à l'utiliser puisque ça fait une sorte de langage commun. Et quand une personne, un aménageur, a un besoin d'acheter des crédits de compensation, s'il ne les a pas définis dans la même méthode que celle proposée par les banques de compensation, en fait, on ne peut pas réellement considérer une équivalence. Donc, dans ce cas-là, on lui demandera de refaire son calcul en fonction de ce que la banque de compensation a proposé. Donc, c'est-à-dire que petit à petit, sans que ce soit toi, tous les acteurs se sont peu à peu mis à utiliser la même méthode, puisque ça a arrangé tout le monde, en fait. Voilà. Donc, c'est pas obligatoire, mais dans la pratique, c'est devenu une convention. Alors, si cela suffit, je passe donc à la deuxième question. Les opérateurs de compensation, au début, il n'y avait pas du tout de préférence pour des opérateurs de compensation publics ou privés, ce qui veut dire que vous avez eu aussi des communes qui ont pu proposer des banques de compensation pour leurs propres impacts, à côté de personnes privées. Les personnes privées étant pour la plupart du temps en fait des agriculteurs ou des sylviculteurs qui peu à peu avaient moins d'intérêt à réaliser cette activité et se sont rendus compte qu'ils allaient en fait gagner plus en retransformant à nouveau leur zone qui avait été asséchée pour faire de l'agriculture en zone de compensation, en zone humide. Donc il y a beaucoup d'acteurs privés qui sont en fait voilà, des agriculteurs, des sylviculteurs qui changent le métier concrètement. Et en fait, petit à petit, vous avez eu le lobby de la compensation et des banques de compensation privées qui s'est monté et qui a peu à peu défendu les intérêts des opérateurs de compensation privés. Et donc, petit à petit, certains États ont mis en place des lois pour freiner en fait le développement des banques de compensation par les acteurs publics. Et en Floride, ça a été le cas. Il y a un décret qui donc oblige les opérateurs, les potentiels opérateurs publics à ce que ce soit des nouvelles parcelles acquises pour mettre en place une banque de compensation. Ils ne peuvent pas utiliser des parcelles qu'ils possèdent déjà ou qui auraient été mis en réserve auparavant. Donc on voit que petit à petit, ce sont finalement des opérateurs privés qui sont soutenus pour participer à cette expérience, à cette approche des banques de compensation. Une chose qui disparaît aussi peu à peu, puisqu'il s'agit également d'acteurs publics, ce sont toutes les aménageurs de grandes infrastructures et en Floride et plus largement aux États-Unis, celle des routes. Donc vous aviez eu donc l'institution en charge du développement des routes qui avait aussi peu à peu créé des banques de compensation puisqu'elle savait qu'elle allait avoir des grands besoins de compensation écologique. Ok. Est-ce que c'est bon, Magali? Alors,
Ouais, je pense. Du coup, on peut passer à la question d'après. Allez-y. Ouais. Est-ce qu'il y a une obligation d'équivalence entre les zones... Alors, donc je réponds à Sylvie. Est-ce qu'il y a une obligation d'équivalence entre les types de zones humides détruites et celles achetées en compensation? Alors oui, donc c'est ce que j'écrivais quand je parlais des types de crédits. Si vous détruisez des zones humides palustres forestières, il vous faut acheter des crédits de zones humides palustres forestières. Donc il est vraiment question que ce soit les mêmes types de zones humides qui soient compensés. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, lorsque vous avez un impact, en Floride, il y a vraiment des mosaïques de zones humides assez importantes. Vous allez définir votre impact avec un pourcentage de chaque type de crédit finalement. Donc, par exemple, vous allez abîmer une partie de zones humides palustres forestières et quelques zones humides estuariennes. Vous allez traduire cela à chaque fois en nombre de crédits par type de zone. Et vous allez devoir acheter autant de zones humides de tel type à d'autres banques de compensation. Il arrive parfois que du coup, des aménageurs doivent acheter leurs crédits à différentes banques de compensation, puisque toutes les banques de compensation ne vendent pas toutes le même type de crédit. Ce type de crédit dépend vraiment de ce qu'elles ont réalisé in situ sur leur zone de restauration écologique. Alors, je continue avec le commentaire de Sylvie. N'y a-t-il pas un risque que toutes les zones naturelles soient détruites et compensées par des zones restaurées? Alors, évidemment, ce système ne résout pas la question de la réussite des mesures de restauration écologique. Ce que permet l'approche des banques de compensation par rapport à l'approche des compensations au cas par cas, c'est qu'on a quand même une partie des crédits qui sont validés une fois qu'on estime que les objectifs de restauration écologique ont été atteints. Donc, ce qui permet quand même vraiment pour les projets catastrophes qui ne mènent à rien, de ne pas pouvoir valoir en tant que compensation écologique. C'est un petit peu la défense qu'on pourrait faire à ce système, mais bien entendu, il y a très peu d'articles scientifiques qui valident, même par cette approche-là, que les zones humides restaurées valent les zones humides naturelles, bien évidemment. Aucun écologue n'assumera ça. Alors, question d'Anaïs. Est-ce que le site de compensation était un site local à proximité du projet? Alors, n'hésite pas à prendre la parole si je comprends mal ta question, mais je comprends là que donc la localisation des banques de compensation par rapport aux impacts, elle est définie par ce principe d'aire de service que j'ai expliqué pendant la présentation. Donc, en fait, il s'agit que la compensation soit réalisée dans le même sous-bassin versant. Alors, sur la carte, on pouvait voir que ça dépend un petit peu de l'endroit en Floride où on se situe. Selon la topographie, selon la taille des sous-bassins versants, on va avoir des distances qui peuvent être différentes. Les données que j'ai pour les États-Unis, c'est que la distance peut être entre 20 et 50 km en moyenne entre le site de l'impact et le site de la banque de compensation. Et nous avons fait ce calcul pour la Floride, au moins pour les impacts ayant eu lieu jusqu'en 2014 ou 15, je ne me rappelle pas. Et il s'agissait de 42 ou 43 km en géographie. Mais finalement, le plus important dans tout ça, c'est qu'on reste bien dans la même aire géographique qui fait sens pour l'enjeu traité. Donc là, on parle de zone humide, il faut rester dans le sous-bassin versant. En ce qui concerne les banques de compensation pour les espèces protégées aux États-Unis, il s'agit de rester dans la même aire de répartition que la métapopulation, que la population impactée. Donc on va vraiment redéfinir l'aire à chaque fois en fonction de l'enjeu traité. Voilà. Et du coup, moi, j'en profite. Est-ce qu'il y a une distinction, comme en Allemagne, entre biodiversité ordinaire et biodiversité protégée? Alors oui, c'est quelque chose qu'on peut comparer effectivement entre les trois pays. Il semblerait que la France et l'Allemagne partagent aussi le fait de ne s'intéresser qu'à la biodiversité un peu extraordinaire, puisque comme en France, il y a cette loi pour les zones humides qui génère des banques de compensation zones humides. On a l'Endangered Species Act, donc c'est une loi pour les espèces protégées aux États-Unis, qui, comme pour nous en France,
conduit à des dérogations espèces protégées. Donc, on a quelque chose d'assez similaire entre la France et les États-Unis. Et ce qui est assez différent de l'Allemagne, qui a une histoire en fait très ancienne d'une prise en compte assez large de tous les enjeux de la biodiversité et aussi des enjeux de paysage, des enjeux culturels liés à la perception qu'on peut avoir de la nature en général. Et donc, il n'y a pas également aux États-Unis cette approche si large. On se concentre également sur les enjeux les plus prioritaires et pour les impacts vraiment significatifs de ces enjeux prioritaires. D'accord. Du coup, on peut peut-être passer à votre slide de conclusion sur la comparaison ce que vous aviez essayé de faire sur la comparaison des 3 pays. Complètement. Alors peut-être que Adeline peut me rejoindre également sur cette présentation. Voilà. Alors, je ne sais pas comment tu veux qu'on s'organise, Adeline. Est-ce que j'essaie de présenter ça et je te laisse intervenir si tu veux compléter? Oui, on peut faire ça comme ça. On peut faire comme ça? D'accord. Ouais. Donc, en fait, là, on essaye de voir un petit peu ce qu'on peut comparer, comme la question que tu viens de poser, Aude, en fait, qui est notre dernière ligne. Est-ce qu'on peut comparer un petit peu ces 3 cadres pour comprendre les orientations qu'ils ont prises? Ce qu'on peut voir, notamment, c'est qu'il y a certaines décisions qui ont été prises pour cette approche par les banques de compensation qu'on peut comparer donc au site naturel de compensation français et aux Ökokonto allemands, qui ne sont pas retenues en fait en France et en Allemagne, qui est notamment le fait qu'il y ait une vraie préférence pour l'approche par les banques de compensation. C'est comme si les États-Unis avaient vraiment un jour dit bon, maintenant on soutient cette approche-là. Il y a vraiment toute une filière qui doit se créer autour. Et donc effectivement, il y a eu une forte mobilisation de cet outil-là, ce qui n'a pas été le choix des contextes français et allemands. Même s'il semble qu'en Allemagne, ça s'est quand même développé. Donc, c'était pas forcément la condition nécessaire pour que cela arrive. Mais en tout cas, pour la France, pour le moment, peut-être que c'est quelque chose qui peut ne pas permettre un développement plus rapide de ces approches, même s'il y a plein de choses à comparer, évidemment. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'aux États-Unis, le but de ces banques de compensation, c'est vraiment que ce soit des restaurations écologiques de grande envergure. Donc, en fait, c'est vraiment souvent des grosses pièces d'un seul tenant qui font plusieurs centaines d'hectares, dans l'idée vraiment qu'on puisse intégrer ces grandes opérations dans des schémas de conservation de la nature à vraiment plus grande échelle. Reconnecter un corridor écologique, améliorer une tête de bassin versant, c'est vraiment des opérations de grande envergure et assez ambitieuses. Alors, ce qu'on voit en fait aussi bien en France qu'en Allemagne, c'est que le principe des banques de compensation n'est pas forcément celui-là. On a parfois une myriade de petites mesures de restauration écologique et en fait, le caractère mutualisé repose plus sur le fait qu'il y a un opérateur qui mutualise un peu l'organisation et la responsabilité de ces différentes zones. Ce qui est déjà bien, mais qui répond pas forcément à cet enjeu de grandes opérations de restauration écologique avec un effet un peu plus important que des petites restaurations. Et enfin, 3e point, aux États-Unis, ils ont vraiment mis en place des systèmes pour que cette compensation soit perpétuelle, infinie, alors qu'on voit bien que c'est une limite dans le cadre français-allemand et que les différents acteurs qu'on a pu interroger sont tout à fait conscients de ce point noir et personne n'a la réponse actuellement. On peut se dire que des zones qui auront été protégées, restaurées pendant des dizaines d'années seront plus difficiles à attaquer par la suite, mais on n'est jamais à l'abri d'un projet d'intérêt public majeur qui pourrait venir à nouveau réimpacter ces endroits-là. Voilà, je ne sais pas si Adeline, tu voulais ajouter des choses? Non, pas spécialement. Ce que tu as indiqué montre bien les différences, les différentes possibilités d'échelle à la fois spatiale et temporelle pour mettre en œuvre ce système de mutualisation et de planification de la compensation. Des choses, en effet, un système qui est construit pour permettre aux États-Unis de faire en sorte que la compensation soit réellement perpétuelle avec un système de gestion adaptative, alors qu'en France ou en Allemagne, cette question de la pérennité est encore moins bien traitée. Et également sur la question de l'échelle spatiale, oui, le fait qu'il y ait des projets de grande envergure côté États-Unis qui s'explique aussi sans doute par le fait qu'ils ont quand même de grands espaces, plus que ce que l'on peut rencontrer ici en Europe. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait ça. C'est vrai que c'est là où on doit vraiment, dans notre comparaison, bien prendre en compte les différences de contexte réglementaire, mais aussi géographique et naturel. Géographique, ouais.
Voilà, Ouais, qui fait qu'on a vraiment une histoire différente et que la France et l'Allemagne ont vraiment des territoires très denses et l'Allemagne encore plus que la France, ce qui fait que ça peut devenir un casse-tête en fait de trouver des bouts d'hectares qui juridiquement seraient disponibles pour devenir ces zones de compensation. Et de là à ce qui correspond en plus à des enjeux écologiques, parfois on a vraiment des compromis très très forts à faire, c'est vrai. Pour continuer un petit peu la comparaison, donc oui, on a noté que il existe un registre national des mesures de compensation. Donc c'est vraiment une plateforme en ligne avec toutes les banques de compensation et les types de crédits qu'elles vendent. Donc ça existe à l'échelle de tous les États-Unis et donc tout État confondu, on peut le retrouver pour les États-Unis. En France, il y a cet objectif avec la plateforme GeoMCE, donc qui va d'ailleurs au-delà des banques de compensation, mais qui a pour objectif de localiser toutes les banques de compensation et les zones de compensation à l'échelle française. Et on peut voir en Allemagne que, comme ce que tu disais, Adeline, on reste vraiment dans une approche par land et chaque land va vraiment gérer sa propre petite plateforme de registre. C'est pas forcément harmonisé ou mutualisé. Donc on voit vraiment qu'il y a un fonctionnement un peu différent, alors qu'on aurait pu s'attendre finalement à ce que ce soit la même chose pour les États-Unis, qui a un fonctionnement également fédéral, comme l'Allemagne. Mais donc c'est une petite incohérence qu'on peut voir dans cette comparaison. En ce qui concerne les méthodes, aux États-Unis et en Allemagne, il semble que les méthodes d'évaluation sont vraiment adaptées localement. Aux États-Unis, vraiment, même s'il y a un principe qui est assez similaire pour tous les États maintenant, ce sont des méthodes fonctionnelles où vraiment on évalue la fonctionnalité des zones humides impactées et restaurées. On voit quand même que les listes de fonctions concernées sont redéfinies aux échelles locales pour qu'elles soient le plus adaptées possible. Et en France, c'est on est un peu entre deux eaux puisqu'on a actuellement un nombre de méthodes très important qui diffèrent même parfois entre chaque bureau d'études, mais une volonté actuelle d'avoir une approche ou au moins un cadre national. Alors à voir ce que donnera effectivement cet objectif de groupe de travail sur le dimensionnement de la compensation qui est en cours en ce moment au ministère de l'écologie, à voir ce que cela donnera. Mais est-ce qu'on va aller en France vers une méthode nationale qui sera appliquée partout, ou est-ce que aussi à nouveau on aura quand même un besoin d'adaptation aux différents contextes? Et peut-être que je peux te laisser intervenir, Adeline, sur la planification territoriale, parce que c'est quelque chose qui est plus une tradition et une pratique allemande. Oui, oui, tout à fait. Oui, donc comme je voulais un petit peu présenter dans la présentation, c'est que l'Allemagne a vraiment une volonté assez forte et assez ancienne d'essayer d'intégrer cette séquence ERC dans les documents d'urbanisme notamment. Et ceci s'explique par comme tu l'as dit, Anne-Charlotte, par la forte urbanisation et la forte densité qui existe en Allemagne par rapport à la France. C'est quelque chose d'un petit peu plus nouveau en France, même si les textes réglementaires normalement obligent les communes à intégrer cette séquence ERC, à la penser de manière anticipée dans les plans d'urbanisme. Alors côté US, je m'y connais moins, j'avoue, Anne-Charlotte, donc si jamais tu veux reprendre la parole sur ce point-ci. Alors c'est vrai que ça a l'air d'être il y a également une planification urbaine aux États-Unis. Il y a des planifications d'infrastructures qui existent, mais finalement, en ce qui concerne la planification de la compensation des terrains d'études que j'ai pu réaliser, j'ai l'impression que c'est quelque chose de moins fort et que finalement, ce qui compte vraiment, c'est de trouver la zone de restauration, enfin la zone qui va pouvoir produire un effort de restauration écologique le plus intéressant. Et finalement, vu qu'il y a aussi plus de zones disponibles pour le faire, on a moins ce problème de planification. Et vu que beaucoup de zones, en fait, sont maintenant des terrains privés, en fait, on n'a pas tant d'intervention de public sur le choix des zones de compensation. Bien souvent, ce sont des anciennes parcelles ou carrément exploitations agricoles qui sont transformées en banques de compensation. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qui se démarque en fait dans la pratique américaine. En tout cas, à l'époque de nos terrains d'études, c'était pas un élément qu'on avait pu faire ressortir, alors que c'est clairement le cas dans ce qu'on observe aux États-Unis, et c'est quelque chose qui est vraiment en train d'émerger en France. Donc là, on peut peut-être y voir une différence liée à la géographie et l'aménagement du territoire, qui est aussi bien moins ancien aux États-Unis.
Et puis sur la dernière comparaison, c'est ce que tu nous as posé comme question finalement, Aude. C'est en lien avec le fait que on se demandait est-ce que la France et est-ce que les États-Unis se sont inspirés des États-Unis, pardon, est-ce que la France et l'Allemagne se sont inspirés des États-Unis pour développer ce système des banques de compensation? Il semblerait que la France, oui, parce que ce vers quoi elle tend ressemble assez fortement à ce qu'il se passe aux États-Unis, même si nous l'avons vu à la fin de ma présentation sur certains points, nous ne sommes pas non plus allés jusqu'à certaines pratiques comme le transfert de responsabilité ou encore les servitudes environnementales perpétuelles. Et puis pour l'Allemagne, alors des entretiens que j'ai pu mener, c'est assez varié. Certains acteurs disent qu'en effet, c'est quelque chose qui a pu inspirer les États-Unis, mais certains disent que pas du tout. C'est vraiment pas un modèle qui les a inspirés. Effectivement, sur certains points, il en diffère quand même assez fortement. Et d'où la comparaison et le rapprochement qu'on a pu faire suite à ta question, Aude, de dire que finalement, en fait, en France, on a également, comme aux États-Unis, cette approche espèces protégées ou zones humides, et donc des banques de compensation dédiées à ces différents aspects. Alors que finalement, en Allemagne, leur pratique était de toute façon, même avant toutes les politiques européennes comme les directives Habitat, directives Oiseaux, on avait de toute façon en Allemagne une approche très large de la biodiversité et des paysages et qui a été finalement remodelée et contrainte par l'apparition de ces directives à la fin des années 80. Alors, je crois qu'il y a une question pour Adeline sur le chat. Oui, une question de Magali. Est-ce qu'en Allemagne, on rencontre aussi une problématique d'augmentation des zones de compensation, diminution des surfaces agricoles pour faire de la compensation? Alors en effet, les agriculteurs sont en quelque sorte face à une double peine du fait que leurs terrains sont pris pour la réalisation de projets d'aménagement et sont également pris pour la réalisation de la compensation. Donc c'était aussi une des raisons du fait que la compensation était relativement peu mise en œuvre, du fait de ces problèmes d'acceptabilité. Et c'est pour cela que l'outil PIK, donc d'intégrer la compensation et donc d'intégrer les agriculteurs dans le système de la compensation, a été pensé. C'était pour faciliter quelque part l'acceptabilité de la compensation. Par rapport à cette question précise, diminution des surfaces agricoles, je n'aurai pas forcément la réponse très précise à cette question, mais en effet, la forte urbanisation allemande fait que on s'étend essentiellement sur les terres agricoles et donc qu'il y a un problème de diminution des surfaces agricoles. Je ne sais pas si Sandra acquiesce à côté de moi. Je ne raconte pas trop de bêtises. Je ne sais pas si Anne-Charlotte, tu avais eu des éléments sur ce sujet dans le cadre de tes entretiens. Oui, nous aussi, on a eu cette observation faite par les différents acteurs. Et comme tu disais, en fait, c'est un outil d'acceptation, cette approche des PIK, et notamment sur le terrain que nous avons réalisé en Bavière. Ça a été vraiment une condition pour que les agriculteurs ne continuent pas à faire pression pour faire disparaître l'approche Eingriffsregelung en Bavière. En fait, il était question de remettre en question le principe même de suivre une séquence ERC des projets. Et en fait, les PIK, ça a été une façon de demander aux agriculteurs de rester dans le jeu, en quelque sorte, en ayant le droit de jouer au jeu de la compensation, en quelque sorte. Pour utiliser des mots un peu grossiers pour le sujet. Mais c'était vraiment cette idée-là. Et par contre, ce qu'on a pu voir dans un pays beaucoup plus conservateur d'un point de vue de la protection de l'environnement, qui est le Schleswig-Holstein, l'État, le land le plus au nord de l'Allemagne, c'est que dans cet État-là, ils ont fait le constat qu'il y avait quand même beaucoup de risques à la réalisation de mesures de compensation par des simples modifications de gestion de pratiques agricoles, que les quelques exemples qu'ils ont pu mettre en œuvre n'étaient pas assez convaincants pour permettre une réelle production de plus-value écologique, si vous voulez. Et ils ont carrément décidé d'interdire cette approche-là. Donc, dans ce land-là, on ne peut pas mettre en œuvre cet outil des PIK. Ça illustre bien la diversité des pratiques qui peuvent avoir lieu entre les différents lands allemands. Et peut-être pour continuer sur cette question de pression foncière et des différents usages, il est vrai que l'Allemagne a une occupation du sol et une multifonctionnalité encore plus forte qu'en France.
Et on nous a relaté un exemple assez intéressant dans la ville de Munich, en Bavière. En fait, pour pouvoir continuer à urbaniser et à développer leur ville, puisqu'il y a un énorme afflux de personnes qui s'installent dans cette nouvelle ville, les premières zones, enfin le premier type de zones foncières qui ont été mobilisées pour faire de l'urbanisation, c'était toutes les zones d'attente de trains, les zones de triage, les zones de stockage de trains de la région. Et eux expliquent comme ça le tel mauvais fonctionnement du système ferroviaire, c'est qu'en fait tous les trains sur les lignes sont ceux qui doivent repartir, et si un train est en panne, ils bloquent toute la ligne. Et ils sont très étonnés quand ils viennent en France de voir des gares de triage gigantesques où nos trains sont en attente de réparation, il y a des voies bis, etc. En fait, eux ont grignoté toutes ces zones-là pour pouvoir urbaniser avant justement d'aller toucher aux terres agricoles qui étaient très fortement défendues par le monde agricole depuis toujours. D'accord, ce qui explique en partie les nombreux retards de la Deutsche Bahn en Allemagne. D'accord. Exactement, voilà. Et je ne sais pas s'il y a encore des questions, ou parfois c'est un petit peu difficile de les rédiger. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, s'il y a une dernière question. C'est vrai qu'on a un peu débordé sur l'horaire. Bon, moi, j'avais juste peut-être une demande, j'en profite du coup pour sur la planification territoriale. Je me demandais si on avait des retours d'expérience du coup d'Allemagne d'intégration de la séquence ERC dans les documents d'urbanisme, parce que c'est vrai que nous on essaye d'y travailler un petit peu au niveau du parc, et c'est pas évident comme exercice quoi, à la fois d'intégrer la séquence ERC dans le document d'urbanisme, à la fois à l'échelle de la stratégie, puis à l'échelle du règlement. Donc je me demandais si, mais j'imagine que c'est en allemand, on pourrait trouver des retours d'expérience traduits en français. Oui, oui, c'est un peu notre objectif de cette année, c'est d'essayer d'aller voir donc des acteurs pour les interroger sur ce sujet-là. Ma collègue Sandra parle parfaitement l'allemand, donc elle sera d'une grande aide pour lire tous ces documents en allemand et puis pour comprendre un petit peu les subtilités. Et nous aimerions éventuellement aussi, sur la base d'un cas d'étude, peut-être d'un projet à Karlsruhe, et puis discuter avec les autorités allemandes de la ville de Karlsruhe pour voir comment est-ce que concrètement ils font pour penser et planifier cette séquence ERC à l'échelle de la commune de Karlsruhe, par exemple. D'accord. Bah, du coup, on sera intéressé quand vous sortirez les propos. Ok. On vous tiendra au courant. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous propose qu'on termine là. Merci beaucoup d'être intervenus toutes les deux et d'avoir préparé ces présentations et puis les éléments de comparaison de la fin. Donc, j'ai enregistré vos présentations, donc je les mettrai en ligne avec les PowerPoint aussi. Et puis, je vous renverrai tout ça, voilà, au plus vite. Merci à tous pour votre participation et puis la prochaine conférence téléphonique du coup aura lieu la dernière semaine de juin et ça sera justement sur le sujet des comment associer les ORE aux mesures de compensation. Voilà. Et celle d'après, ce sera en septembre, justement sur le travail, sur un travail d'intégration de la séquence versée dans les SCOT et les PLU. Voilà. Eh ben, merci, puis à bientôt. Très bien, merci à Au tous. revoir. Merci pour vos questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.